quelque part au nord des États-Unis. Depuis l'élection de Donald Trump, des clandestins traversent ces plaines immenses pour aller trouver refuge au Canada. De mémoire de gardes-frontières américains, on n'avait jamais vu ça. D'ici, on a une bonne vue sur la frontière. Des réfugiés venus d'Afrique ou du Moyen-Orient fuient l'Amérique. Tout ça, c'est les États-Unis, l'État du Minnesota. La plupart de ces personnes traversent ces champs à pied sur les vieux chemins de ferme. Et là-bas, vous voyez, cet espace entre ces arbres, c'est la frontière. Voilà la ligne de chemin de fer qu'ils suivent après s'être fait déposer dans les champs. Ils grimpent ensuite sur les rails et longent la voie. Et au bout là-bas, c'est le Canada. Traverser la frontière illégalement pour quitter les États-Unis n'est pas un délit. On ne peut pas faire grand-chose. Et puis, on ne va pas empirer la situation, on ne va pas jeter ces gens dans des rivières glacées. Donc, quand on en repère, on prévient simplement la police canadienne. Pas de barbelés, le passage semble facile. Sauf qu'il y a le froid, polaire. Depuis le début de l'année, malgré l'hiver et des températures qui frôlent les moins 30 degrés, 350 migrants sont passés clandestinement par ici, 2 fois plus que pour toute l'année 2016. Ce point de passage entre Pembina et Emerson est un de ceux qui a enregistré le plus d'entrées. Au total, en 3 mois, sur une frontière de plus de 6000 km, près de 2000 personnes ont traversé illégalement des États-Unis vers le Canada. La première ville canadienne où arrivent les réfugiés après avoir franchi la frontière, c'est Emerson. Une petite commune agricole de 650 habitants, dont la sécurité repose sur les épaules du maire. Greg Johnson a remarqué que plus les réfugiés affluaient, plus ses administrés étaient tendus. Ces gens pénètrent sur des propriétés privées. Ils arrivent en pleine nuit. La semaine dernière, des migrants ont frappé à une porte. Ils ont sonné à 4 heures du matin. Ils deviennent un peu agressifs. Et les habitants commencent à en avoir marre. Quand ils n'atterrissent pas dans une ferme, les réfugiés débarquent épuisés dans le motel de Wayne, en face de la frontière. Hier soir, 4 gars et une femme sont arrivés ici. Ils étaient vraiment dans un sale état. La semaine dernière, on a été appelés 2 fois dans la nuit. Plusieurs groupes sont arrivés avec de jeunes enfants. Une femme crachait même du sang. Ils avaient les doigts ou les mains gelées. Le Canada n'a jamais été confronté à une telle situation. Les États-Unis sont plutôt une terre d'accueil. Ceux qui demandent l'asile au Canada avaient pourtant réussi à entrer aux États-Unis. Avant nous, on croyait que les États-Unis étaient considérés comme un pays sûr. Mais avec tous ces gens qui fuient, on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, pour nous, c'est déconcertant. Ce que fuient ces demandeurs d'asile, c'est la politique de Donald Trump, qui, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, veut interdire l'entrée du territoire américain aux ressortissants de 6 pays musulmans. Nous ne souhaitons accueillir que les gens qui soutiennent notre pays et qui aiment profondément notre peuple. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a pris le contre-pied de son voisin en ouvrant grand les bras aux réfugiés. L'immigration représente une force pour nous. Les musulmans canadiens sont une partie essentielle de la réussite actuelle et future de notre pays. Pour les 3 premiers mois de 2017, le Canada a enregistré 9000 demandes d'asile, un tiers de plus que l'an passé. À Winnipeg, la capitale de l'État du Manitoba, les associations de soutien aux réfugiés sont débordées par la générosité des Canadiens. Bonjour, je suis Caroline. Merci d'avoir amené tout ça.
Yasmine dirige cette association qui fournit aide et nourriture aux arrivants. Vous voulez voir? Venez, je vous montre tout ce qu'on a. Je vous emmène faire un tour. On a les vêtements pour enfants ici, les vêtements pour femmes. On a de nouveaux réfugiés qui traversent la frontière tous les jours à Emerson. À l'heure où je vous parle, on se prépare parce qu'en juin, avec le beau temps, on pense qu'il y aura encore plus de réfugiés. Heureux de vous aider. J'aime le Canada. Les gens très gentils. Les hommes comme les femmes. Enchanté. Yasmine est épaulée par beaucoup de réfugiés qui travaillent bénévolement. Comme Ahmed, il est ghanéen. Il a quitté son pays en 2014, a passé 1 an en Équateur, avant d'arriver en novembre au Canada, via Emerson. J'ai pris un bus, un bateau, et à certains endroits, je suis monté à cheval. Parfois, j'ai marché même à travers la jungle. Le plus difficile a été de traverser le canal de Panama, parce que je ne voulais pas monter dans ces bateaux qui se retournent et où les gens meurent. Ahmed vient d'obtenir au Canada le statut de réfugié que lui ont refusé les États-Unis. Aux États-Unis, c'était vraiment dur. Jamais je n'aurais pensé être traité comme ça. J'ai été enchaîné. Je vais te dire la vérité. J'ai ressenti ce que devaient ressentir les esclaves. Et j'ai même pleuré. Après ça, j'ai décidé d'aller au Canada, parce que je ne voulais pas être envoyé chez moi au Ghana. Je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver dans ce cas. Je risquais la prison ou la mort. Le décret de Trump contre les musulmans a été recalé par les juges, mais les demandeurs d'asile continuent à fuir les États-Unis. Los Angeles, en Californie. Un État qui compte 2 millions de clandestins, dont certains vivent ici depuis des décennies. Eux aussi sont dans le viseur de Trump. Jusqu'à présent, seuls les criminels risquaient le renvoi dans leur pays d'origine. Mais le 25 janvier, le président américain a signé un autre décret. Maintenant, pratiquement tous les clandestins sont menacés d'expulsion. On va mettre dehors les mauvaises personnes. Le temps est fini où on pouvait rester dans notre pays et se croire tout permis. On va les mettre dehors et on va faire ça vite. À 2 heures de route du centre de Los Angeles, San Bernardino, une banlieue où vivent beaucoup de sans-papiers mexicains, comme Blanca. Depuis l'élection de Donald Trump, elle redoute de sortir de chez elle, même pour aller chercher ses 2 enfants à l'école. Nous savons que la police de l'immigration ne respecte rien, même plus les écoles. Et ça crée un vent de panique. Viens voir ta maman. Ça a été ta journée? Fais-moi un bisou. Et toi, tout va bien? Sortir pour des choses aussi banales que d'aller chercher ses enfants à l'école ou faire les courses, c'est devenu très risqué pour nous, les sans-papiers. Entrés illégalement aux États-Unis, Blanca et son mari n'ont aucun espoir d'être régularisés. Ça, c'est nos feuilles d'impôt. Il y en a qui sont un peu anciennes. Cela ne les empêche pas de travailler, son mari dans la construction, Blanca dans la restauration. On apporte beaucoup au pays. On paie des taxes, on paie nos impôts et on se tient un carreau. On est des gens honnêtes. Naila et Gaël, leurs enfants, sont nés aux États-Unis. Pour eux, pas de sortie dans les parcs d'attractions où leurs parents devraient décliner leur identité. Pas non plus de vacances ensemble au Mexique pour voir la famille. Mes enfants sont citoyens américains, mais ils sont obligés de vivre eux aussi comme des clandestins. Et ça, c'est dur. 5,5 millions d'enfants américains vivent ainsi, avec au moins un de leurs parents sans papier et toujours sous la menace d'une expulsion. J'aurais très peur que mon papa et ma maman soient déportés.
Moi, je ne laisserai pas Trump prendre ma maman. Je vais devoir rédiger une lettre avec mon mari. J'ai du mal à en parler. Pour céder l'autorité parentale à un tuteur au cas où nous serions expulsés. C'est une possibilité, on y pense. Mais on ne veut pas y croire. Pour savoir comment se défendre en cas d'arrestation, Blanca assiste ce soir-là avec ses enfants à une réunion sur les droits des clandestins. Le directeur de ce centre communautaire est rodé à l'exercice. En ce moment, Emilio reçoit une trentaine de personnes par semaine. Je vous répète encore une fois qu'une personne peut être arrêtée simplement parce qu'elle semble différente. Parce que nous sommes latinos, c'est une raison suffisante pour nous arrêter. Si vous avez des faux papiers, évitez de les porter sur vous, c'est un délit. Évitez de circuler avec des bagages, ça éveille les soupçons. Vous avez le droit de garder le silence, le droit de ne signer aucun document, ne donnez que votre nom, votre prénom, aucune autre information. Ne donnez jamais votre pays d'origine. Et si je suis arrêtée, qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois appeler pour demander de l'aide? L'idéal, c'est d'avoir toujours sur soi le numéro d'un proche, celui d'un avocat ou du consulat. Je vous demande de mémoriser ces informations parce que quand vous êtes arrêté, on vous enlève tout. Voilà ce que craignent ces clandestins. Des descentes de la police fédérale de l'immigration, l'ICE. Ces images nous ont été fournies par son service de com, qui a refusé notre demande de tournage. Afin de mener ces expulsions massives, Donald Trump veut recruter 10 000 nouveaux officiers fédéraux. Mais cela ne suffira pas sans la collaboration des autorités locales. Et à Los Angeles, par exemple, la police du comté n'aidera pas le nouveau président. Nous ne sommes pas des agents de l'immigration. Nous ne souhaitons pas nous occuper de ces questions. C'est une compétence fédérale. Nous n'arrêtons pas les gens dans la rue ou leur vis-à-vis de l'immigration. On a besoin de s'appuyer sur la confiance que nous avons établie avec nos communautés immigrées. Si les gens ont peur d'aller voir la police pour dénoncer un crime dont ils sont témoins ou victimes, cela nuira à tous nos efforts pour combattre le crime. Depuis près de 40 ans, Los Angeles est un sanctuaire. Ici, comme dans plus de 300 villes à travers le pays, les sans-papiers qui n'ont pas commis de crime ne sont pas inquiétés. Pour défier Trump, le Sénat de Californie, à majorité démocrate, s'apprête même à voter la sanctuarisation de tout l'État californien. En tant que législateurs, nous ne pouvons pas nous laisser intimider par Washington, qui est déterminé à saper les valeurs fondamentales de notre grand État et de notre nation. La stratégie d'expulsion massive de notre président repose sur une affirmation fausse et trompeuse, qui consiste à faire croire que nos résidents sans papier représentent une communauté dangereuse et hors la loi. Une affaire a secoué la Californie. L'arrestation le 28 février de Romulo Avelica, un Mexicain sans papier et sans histoire. Ce père de famille n'est pas un criminel. Entré il y a 27 ans aux États-Unis, il a 4 filles, toutes nées à Los Angeles et donc de nationalité américaine. Un matin, une voiture banalisée de la police de l'immigration le suit et le stoppe alors qu'il accompagne ses filles à l'école. Avec son portable, Fatima, 14 ans, filme l'arrestation de son père. Toujours en détention, il risque d'être expulsé vers le Mexique. Ce n'est pas un criminel. Il n'avait pas à être ciblé comme ça. C'est vraiment pas juste ce qu'ils ont fait. Depuis, toute la communauté s'est mobilisée autour de Fatima et de sa famille pour obtenir une libération rapide. Ce sont les dirigeants de son collège qui ont organisé la résistance pour empêcher l'expulsion de Romulo Avelica au Mexique.
Leur objectif, c'est l'expulsion immédiate. Ils arrêtent quelqu'un le matin et le renvoient au Mexique dans la soirée. Si ce n'est pas arrivé cette fois-là, nous pensons que c'est grâce à l'ampleur de notre mobilisation. Ça a aussi permis de dire aux autres élèves, si ça vous arrive, on sera là avec vous. Ça a été un grand moment de solidarité. La peur est là, c'est une réaction normale, mais l'idée c'est de transformer cette angoisse en action. La moitié de ces collégiens ont un ou plusieurs parents sans papier. Tous les matins, le principal les regonfle à bloc. Quelle est notre seule arme contre l'inégalité, l'injustice et l'oppression? C'est... Donc aujourd'hui, on va apprendre le plus possible. Nous savons que nous valons plus que ce que certains pensent de nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La police a aussi brisé un tabou en arrêtant le père de Fatima à 250 mètres de l'école. Des lieux jusqu'alors intouchables, églises, hôpitaux, établissements scolaires, sont désormais menacés. Je suis triste et en colère en même temps. Quand c'est arrivé au début, je n'arrivais plus à dormir. L'image de mon père capturé par la police continuait à me hanter. Mon papa faisait des blagues, la cuisine, il nous faisait des super petits-déj. J'espère qu'il va revenir à la maison avec nous. Fatima compte sur la justice pour que son père ne soit pas renvoyé au Mexique. Plus tard, elle aimerait devenir avocate, spécialisée dans les affaires d'immigration. Au-delà des questions légales, morales ou politiques, expulser massivement les clandestins pourrait aussi poser des problèmes économiques. Car en Californie, beaucoup de secteurs d'activité reposent sur la main-d'œuvre immigrée, à commencer par l'agriculture. Salut! Nos salariés sont exclusivement des immigrés. Ce n'est pas un travail facile. Et on n'a pas beaucoup de citoyens américains qui viennent ici avec l'envie de faire ce boulot. Joe Del Bosque cultive 800 hectares dans la vallée californienne. La majorité de ces ouvriers immigrés qui cueillent les asperges en ce moment n'ont pas de statut légal. Ils nous fournissent des papiers pour travailler, mais ce ne sont peut-être pas les leurs. Ils les ont sûrement empruntés à quelqu'un d'autre. Et ça ne vous pose pas de problème? Tant que c'est un homme et que sur la photo c'est aussi un homme, ça nous suffit. Son père est lui aussi arrivé du Mexique en 1920. Il s'est établi ici comme cueilleur de melons. La question de l'immigration, c'est quelque chose de très personnel pour moi. Parce que lorsque je vois des gens comme eux, des immigrés, faire ce genre de travail, ça me renvoie à mon passé. C'est le travail que faisaient mes aïeux. Tous ces immigrés, ils apportent quelque chose à ce pays. Parmi ces ouvriers, Maria et son fils Juan. Ils sont arrivés de Jalisco, au Mexique, il y a 11 ans. Ils travaillent ici pour 10 € de l'heure. Je fais la cueillette comme ça toute l'année. Quand ce ne sont pas les oignons, c'est les myrtilles, les pommes, les poivrons. Je fais ça depuis que j'ai fini le lycée. J'aime bien ce travail. S'ils décident d'expulser tous les latinos, les États-Unis ne fonctionneront plus. Parce que c'est nous qui participons à la croissance du pays. Donc on va voir ce qu'il va faire, Donald Trump. On va voir s'il viendra travailler ici, lui. Juan et sa mère vivent dans une de ces petites villes de la vallée où la majorité des habitants travaillent comme eux dans l'agriculture. Allez, je vais faire ma recette. Maria n'a pas de statut légal en Californie. Donne-moi les tomates qui sont dans les bacs en bas. Est-ce que je les lave? Avec Trump, elle peut être expulsée du jour au lendemain, pas son fils.
Juan, lui, bénéficie d'un statut spécial octroyé par Obama en 2012 à 750 000 jeunes arrivés avant l'âge de 16 ans sur le sol américain. Ce n'est qu'un permis pour travailler ou étudier, et c'est tout. Cela ne donne pas les avantages de la citoyenneté. On n'a pas le droit aux bourses. Ce n'est pas comme d'être résident permanent. Mais je crains quand même d'être expulsé le jour où je viendrai donner mes empreintes pour renouveler ce permis. Mon espoir, c'est qu'un jour, on pourra devenir résident pour continuer de l'avant. Je veux que mes enfants réussissent leur vie ici, dans ce pays. Même si je ne suis pas né ici, c'est mon pays. Je me sens américain et mexicain à la fois. Le lendemain, à 1 heure de là, des milliers d'ouvriers agricoles comme Juan et Maria manifestent pour défendre leurs droits. Les syndicats ont organisé 15 défilés au même moment dans toute la Californie. Ce sont des professionnels qualifiés. Ils travaillent dur et font beaucoup de sacrifices pour que tous les Américains aient de quoi remplir leurs assiettes. On parle d'une seule voix pour envoyer un message de fermeté à Donald Trump. On ne va pas se laisser faire, on va lui résister. En mars, plus de 16 000 personnes ont été interpellées alors qu'elles tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis depuis le Mexique. C'est 30% de moins qu'en février, un niveau historiquement bas. Mais il est trop tôt pour en conclure que Trump serait déjà parvenu à dissuader les candidats à l'immigration.